Bon, aujourd'hui, nous abordons la notion de type dans son intégralité. Bon, euh, je vais rappeler que dans le cours précédent, nous avons fait une vue à vue d'oiseau euh, de la notion de type sous Haskell. Je voulais dire comme ça que nous avons fait une vue à vol d'oiseau des types sous Haskell et nous avons euh, introduit la notion de type. Donc, si nous parlons aujourd'hui des types, ce n'est pas une notion qui est nouvelle, mais nous allons l'aborder aujourd'hui dans son intégralité. Donc, c'est quoi donc un type? Alors, les types sous Haskell consistent à catégoriser les données, les valeurs qu'on peut avoir, les expressions, les fonctions et autres. Nous avons vu par exemple la catégorie des types booléens, la catégorie des types entiers. Nous avons vu les types des listes et, et d'autres. Donc, nous avons donc parlé des types basiques, par exemple les booléens, le type bool, le type int, le type float, le type double, etc. Hier, nous avons abordé la notion de type de fonction. Nous avions parlé de déclaration de fonction. Et déclarer une fonction consistait à spécifier juste son type. On spécifie le type des entrées et le type de sortie. Lorsque nous avons fait une vue à vol d'oiseau de Haskell, nous avons parlé de la déclaration de type. Nous avons vu la signature d'un type, le constructeur de type et le constructeur de données. Donc aujourd'hui, nous allons aller plus en profondeur. Nous allons introduire comme ça la notion de liste encore, mais à ce niveau, nous allons voir les notions telles que la définition de liste sous forme de la définition d'ensemble en compréhension. Donc, c'est quoi d'abord les listes? Les listes, c'est un type de données utilisé sur Haskell qui regroupe les données de même nature, de même type. Comme ça. Donc, c'est un ensemble une donnée qui regroupe des données homogènes. On peut parler de types, les listes de caractères, on peut parler des listes d'entiers, mais on ne peut pas parler en même temps de listes de caractères et de listes d'entiers. Alors, comment on note les listes sur Haskell? Nous avons vu, nous utilisons donc les crochets. Lorsque nous utilisons crochet ouvrante, entre les crochets, nous listons les éléments de la liste. Par exemple, comme ici, entre les deux crochets, nous listons les éléments séparés par la virgule. Nous avons défini ainsi une liste. Dans cet exemple, nous avons les éléments qui sont des nombres. Alors, si on interroge le type de lost numbers, nous allons obtenir un type paramétré. Je vais comme ça dire que nous avions vu comment les listes sont définies, comment intérieurement dans Haskell les listes sont définies, mais nous allons revenir dessus dans les prochaines parties de ce cours. Donc, comment nous généralisons globalement la représentation des listes sur Haskell? Donc, en général, sur Haskell, nous avons un type
Alors, la notation entre crochets du type T, nous avons donc un type T et la notation entre crochets du type T réfère au type qui est une liste, ou bien à toute liste dont les éléments sont constitués, dont les éléments ont les types T. Bonjour Raoul. Donc, comme je disais tout à l'heure, sur Haskell, la notation globale des listes, c'est sous la forme crochet T, T étant un type donné. Cela veut dire que les éléments du type cette liste seront des éléments, sera un ensemble d'éléments de type T. Les listes, comme nous l'avons dit tantôt, dans sa forme littérale, sont les éléments écrits entre crochets et séparés par les virgules. Nous voyons donc un cas particulier de liste qui est la liste des caractères. On appelle généralement les chaînes de caractères. En anglais, string. Et la dernière fois, lorsque nous abordions dans un vol d'oiseau de Haskell, nous avons un peu parlé des chaînes de caractères. Nous avons dit qu'une chaîne de caractères est une liste de caractères. Alors ici, nous répétons encore, une chaîne de caractères est une liste de caractères. Et sous Haskell, il a été défini un type synonyme du type chaîne de caractères, parce que le type chaîne de caractères, normalement, s'écrit comme ceci. Entre les crochets, le type, comme nous parlons de liste de caractères, entre crochets, nous mettons donc K pour indiquer que nous parlons d'une liste de caractères. Alors, en réalité, voici le type de chaîne de caractères. Mais vous verrez que dans Haskell, on utilise également la notion de string parce que Haskell a défini un type synonyme à ce type qui est string. Sous Haskell, comme sous d'autres langages, par exemple sous le langage C, comme sous le langage Java, généralement, pour exprimer les listes constantes, on écrit les caractères qui constituent, pour parler de liste de caractères constants, on représente ces caractères-là entre les doubles quotes. La même chose est utilisée sur Haskell. Donc, sur Haskell, lorsque nous écrivons entre les doubles quotes des caractères ou bien un groupe de caractères, nous sommes en train de parler là d'une liste. Dans cet exemple, nous avons écrit Hello World, H-E-L-L-O, espace W-O-R-L-D, point d'exclamation. Entre les doubles quotes, alors nous parlons donc de la chaîne de caractères Hello World. Et cette chaîne de caractères est bien une liste de caractères. Lorsque nous interrogeons le type dans notre REPL, nous obtenons bien que le type de Hello World, c'est une chaîne de caractères. C'est une liste de caractères. Y a-t-il des questions? Donc, je crois pour l'instant, c'est des choses que nous avons abordées très rapidement. Alors, quelques fonctions, des fonctions basiques sur les listes. Et nous avons la première fonction qu'on appelle head. Head est une fonction qui prend en entrée une liste, oui, et retourne son premier élément. Alors, lorsqu'on dit premier élément, ça veut dire que la liste ne doit pas être vide. Donc, comprenez déjà que si vous voulez dire que vous retournez le premier élément, alors la liste ne doit pas être vide. Alors, si nous représentons notre liste comme ce monstre-ci, le head, c'est sa tête.
dans le premier. Nous avons la, bonjour, nous avons la fonction tel. Alors la fonction tel sur la liste lui prend en entrée la liste et retourne une autre liste. La liste qu'elle retourne, c'est la liste initiale sauf le premier élément. Je crois que là-bas, ça ressemble à quelque chose que nous avons vu sur les ensembles. Donc, c'est comme c'est tout cet ensemble moins celui-là. Donc, le tel nous donne le reste de la liste sauf la tête. Nous avons la fonction last. Last prend en entrée la liste et retourne le dernier élément. Donc, il retourne cet élément-là, le dernier. Là. Si nous prenons tout ceci comme la liste, voilà ce que last retourne. Nous avons init. Init retourne tout le début de la liste sauf le dernier élément. Nous avons là toute la liste sauf le dernier élément. Nous avons la fonction len. Je vais rappeler déjà que ces trois premières fonctions ne marchent que pour les listes non vides. Avant de les utiliser, rassurez-vous que votre liste n'est pas vide. Si votre liste est vide, alors le programme va planter lamentablement. Passons dans la fonction len. La fonction len, c'est la fonction qui donne le nombre d'éléments de la liste. Donc, même si la liste est vide, ce n'est pas un problème. Le nombre d'éléments, c'est 0. La fonction len va nous retourner 0. Nous avons la fonction nul. Nul appliqué sur une liste, c'est un peu comme vérifier si la liste n'est pas vide. Donc, lorsque la liste est vide, ça nous renvoie true. Si la liste n'est pas vide, ça renvoie false. Donc, ça prend en entrée une liste et retourne un booléen. Nous avons la fonction sum. Alors, la fonction sum fait la somme des éléments de la liste. Ici, tout à l'heure, je parlais de head, tel, last, init, len, nul. Il n'y a pas eu de condition, mais quand j'écris somme, je dis ça, cette fonction prend en entrée une liste et retourne la somme des éléments. Il faudrait donc que les éléments qui sont dans la liste soient sommables. Si les éléments qui sont dans la liste ne sont pas sommables, alors vous ne devez pas appeler somme sur votre liste. Si vous appelez somme sur votre liste, alors vous allez obtenir une erreur. Je peux faire ce test-là. On prend une liste de chaînes de caractères. Donc, je peux faire apparaître mon terminal rapidement. Donc, j'ai là le terminal. Il faut agrandir. Il y a des points. Alors, si je fais somme de 1,2,3 et je ferme, j'obtiens 6 qui est la somme des trois éléments. Mais si je fais somme, je fais ceci, je fais plutôt les caractères 1, caractère 2, caractère 3, je tape entrée. Vous voyez que il me dit que les caractères n'appartiennent pas à la classe num. Donc, la classe num, c'est la classe, c'est ou bien la catégorie
des types sur lesquels on peut définir la somme, c'est-à-dire l'addition. Et lorsque nous parlions de cela la dernière fois, nous avons vu que cette catégorie, bien ce groupe de types sur lequel on peut parler de somme, c'est le type int, integer, word, float et double. Donc voilà les 5 types qui peuvent être des types qu'on introduit dans une liste sur laquelle on doit parler de la fonction somme. Donc je vais revenir sur notre cours. Je dois arrêter le terminal et je vais continuer sur les autres fonctions. De même, nous avons product. Product fait donc le produit des éléments de la liste, pourvu que la multiplication soit définie sur le type des éléments qui sont dans la liste. Après, dans la fonction product, passons à la fonction maximum. Si vous appliquez maximum sur une liste, alors vous allez obtenir le plus grand élément de la liste. Mais attention, pour parler de plus grand élément, il faudrait soit ordonnable. Voilà. Il faudrait que les éléments soient ordonnables. Donc, si les éléments ne sont pas ordonnables, nous ne pouvons pas parler du plus grand élément parce qu'il faut comparer les éléments. Nous avons minimum, c'est un peu le même principe, mais on cherche plutôt le plus petit élément. Donc ici, nous avons la fonction reverse. Nous avons même déjà utilisé cette fonction dans un exercice qui inverse les éléments de la liste. Le premier élément devient le dernier, le deuxième devient l'avant-dernier, ainsi de suite. Take. Alors, take, lui, prend en entrée d'abord un entier, puis une liste, et retourne une liste. C'est-à-dire, le premier entier détermine le nombre d'éléments qu'on voudrait prendre dans la liste. D'accord? Le deuxième, c'est la liste dans laquelle on doit prendre ces éléments. Mais on prend les n premiers éléments, n étant l'élément qu'on a passé en première position à T. Donc, si je fais T de, disons, 3 sur une liste de 5 éléments, ça va me retourner les 3 premiers éléments. Une autre liste. Oui, une autre liste. Drop lui prend aussi un entier et une liste et retourne une liste. Mais lui, il supprime les n premiers éléments. Au lieu de prendre celui-ci, il supprime. Vous voyez que donc les deux sont duales. L'un est un peu le contraire de l'autre. Elem prend en entrée un élément et une liste et retourne donc un booléen. Elem vérifie si l'élément passé en première position est dans la liste. Si c'est dans la liste, alors ça retourne true. Dans le cas contraire, ça retourne false. Alors, l'opérateur point d'exclamation prend en entrée une liste et un entier et retourne l'élément qui est à la position, l'entier passé, en seconde position. Donc, c'est comme une forme d'indexation. Je veux dans la liste l'élément qui a l'index, l'entier qui est passé en deuxième position. Ici, sur Haskell, les index commencent à se compter à partir de 0, pas à partir de 1. Donc, si vous voulez avoir le premier élément, vous écrivez la liste, vous faites point d'exclamation, 0, vous obtenez le premier élément. Si vous faites point d'exclamation, 3, vous obtenez le quatrième élément.
Donc, voilà un peu pour les fonctions basiques hein, sur les listes. Je vais rappeler que pour ceux qui ont déjà fait la programmation, par exemple sur le Java ou bien sur le C, ceci correspond à ce qu'on met devant, on appelle généralement comment le tableau. Oui, on met crochet devant le tableau, on met l'indice à l'intérieur. On dit que retourne-moi l'élément qui est à cette position-là. C'est bon? Donc voilà, s'il y a des questions, vous posez avant qu'on ne passe au point suivant. S'il n'y a pas de questions, je peux avancer. Donc, comme je disais tout à l'heure, maintenant, nous avons de nouvelles choses que nous devons introduire, ce qu'on appelle le Texas Range. Alors, sur Haskell, comme je le disais l'autre fois, Haskell a des constructions internes qui permettent d'écrire le code de façon élégante. Je prends, par exemple, un problème simple. Hein. Si je veux écrire dans mon code une liste qui prend les nombres allant de 1 à 20, alors qu'est-ce que je fais? Je vais écrire 1,2, 3, ainsi de suite jusqu'à 20. N'est-ce pas? Hein? Alors cette façon-là est très inefficace. Pour toi, le codeur, tu vas perdre assez de temps pour écrire tout ça. Si on est dans le langage C, tu es obligé de l'écrire. Tu es obligé. Mais sur Haskell, Haskell a prévu donc une façon de dire que je prends les nombres partant de 1 par exemple à 20, ou bien partant de 5 à 20. Haskell a prévu ça. Mais ici, la notion qu'on utilise le plus pour faire cela, c'est la notion de suite arithmétique. Je vais revenir dessus. Donc, pour écrire les nombres allant de 1 à 20, je veux consigner cela dans une liste. J'écris entre crochets 1, je mets 2 points de suspension 20. Et j'obtiens la liste. Ça me donne la liste 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 20. Alors, si je veux les nombres, si je veux les caractères de l'alphabet en minuscule, j'écris le premier caractère de l'alphabet, bien la première lettre de l'alphabet. Je mets point de suspension, la dernière. Alors, je vais donc obtenir une liste contenant une chaîne de caractères, puisque ce sera une liste de caractères contenant les lettres de l'alphabet français en minuscule. De même, si je veux par exemple les lettres de l'alphabet allant du K majuscule au Z majuscule, j'écris tout simplement K majuscule, point de suspension, 2 points, 2 points de suspension jusqu'à Z. Alors voilà, pour les notions aussi assez simples, hein. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, ici le Texas Range nous permet utilise intérieurement les suites arithmétiques. Il peut arriver que je veux prendre, par exemple, 1, puis 5. Après 5, je prends 9. Après 9, je prends 13, ainsi de suite. Nous avons là affaire à une suite arithmétique de raison 4. D'accord? Alors, qu'est-ce que je fais? J'écris au moins les 2 premiers termes de ma suite arithmétique. Je mets le point de suspension et le dernier terme. Si je ne mets pas le dernier terme, alors j'obtiens une liste infinie.
Haskell, j'ai les listes infinies. Donc, vous pouvez travailler avec les listes infinies sur Haskell. Haskell saura comment gérer. Ce n'est qu'au moment de l'afficher que vous pouvez avoir les difficultés. Mais si ce n'est que pour faire vos algorithmes, vous pouvez travailler avec les listes infinies. C'est bien possible. Donc, lorsque vous ne mettez pas la borne supérieure ou la borne inférieure, Haskell va définir une liste infinie. Je prends par exemple ce cas. J'ai 2, 4. Nous commençons déjà, à partir de 2 et de 4, je peux trouver ma suite arithmétique. Alors, pour trouver la raison, je peux trouver la raison de la suite arithmétique. Pour trouver la raison, je fais dans le deuxième terme moins le premier terme. Donc, je fais 4 moins 2. Ça donne 2. Je donne une suite arithmétique de raison 2. Ça veut dire que cette liste va contenir dans les termes de cette suite arithmétique. Et commençant à 2, passant par 4 jusqu'à 20. Si je n'avais pas mis 20, ça allait aller 2, 4, ainsi de suite, 20, 22, 24, 26, 28, ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Ici, nous avons une suite arithmétique de raison 3. Ici, nous avons une suite arithmétique de raison. Quelle est la raison de la suite arithmétique? Moins 2, voilà. Je fais 18, moins 20, ça donne moins 2. Donc, chaque fois, on va, pour trouver le terme suivant, on fait moins 2 sur le terme actuel. On construit ainsi la liste. Donc, voilà un peu la notion de text range qui est très bien fait sur Haskell. Est-ce qu'à ce niveau, il y a des questions? J'ai l'exemple avec les listes infinies. On manipule ça sans plan de. Ok. Je viens donc, je fais apparaître mon terminal. Je dis OK. Tu veux une liste infinie? Prenons celui qui avait pour raison moins 2, n'est-ce pas? On a mis 18. Point de suspension, nous avons mis moins 20. Ça doit être comme ceci, moins 20. Donc, nous avons d'abord notre liste qui est finie là. D'accord. Je rappelle et je dis que je n'ai pas le moins 20. Je tape entrée. Et voilà, la liste ne fait que s'afficher parce qu'elle est infinie. Donc, l'expression en train d'être évaluée. Oui. Si vous voyez, ça baisse avec les nombres négatifs, ainsi de suite. Donc voilà, je vais arrêter. Je fais CTRL-C. Hein. Et j'arrête le processus. Donc, comment allons manipuler ça dans un programme de son passer là? On vous a dit qu'on peut gérer les listes infinies. Oui, je rappelle. Je fais tout simplement ça, let x s égale à ça. Sans pas planter. Il a déjà contenu. Et je peux utiliser is quelque part. S'il dit que prend les 3 premiers éléments, j'appelle mon tick. Je fais par exemple tick 5 xs. Maintenant, j'ai travaillé avec une liste infinie. Maintenant, j'ai effectivement voulu quelques éléments dessus. Si je peux ajouter quelque chose. Oui, voilà. Raoul, tu te souviens, tu nous as demandé c'est quoi le laziness, comme caractéristique de Haskell. Voilà en action. Donc, dans d'autres langages qui ont un système d'évaluation district, ce qui se passe, c'est que dès que tu définis une variable, une expression, elle est évaluée. En fait. Oui. Voilà. Ou du moins, dès que tu fais appel à elle, la référence dans un calcul, elle est évaluée complètement. Mais puisque Haskell est paresseux,
Je dis, bon, voilà, j'ai une liste qui potentiellement peut avoir un nombre infini d'éléments. Il a demandé seulement les 3 premiers éléments. Pourquoi je dois me gêner à aller dans les 3 premiers éléments? Dans le reste de la liste, je garde ça comme quelque chose que je ne veux pas toucher pour l'instant. Oui. S'il me demande toute la liste, comme on a demandé tout à l'heure, en entrant juste l'expression en tapant entrée, en fait, c'est demander toute la liste. Oui, en fait, on demande affiche-nous toute la liste. Oui. Mais en général, ces genres de listes infinies sont utilisés dans des systèmes plus larges qu'on appelle streaming. C'est-à-dire que tu as des sources de données qui ne font arriver, ça ne finit jamais. Donc, tu t'arranges à écrire ton programme de telle sorte que tu ne peux que consommer ce que tu as de ressources pour traiter. Tu me poses d'une façon ou d'une autre. Si on les traite un peu compliqué, on va y arriver. Oui, je vais juste compléter à ta suite. Et quand on parle de streaming, peut-être que vous ne voyez pas des cas concrets. Je vais prendre juste un exemple. Supposons que vous faites la surveillance d'un dispositif et que chaque fois, à chaque, disons, 2 minutes, votre programme va aller voir si votre serveur est up en faisant juste un ping. Lorsque ça fait un ping sur votre serveur, il dit que ça répond, il envoie le résultat. Ou ça ne répond pas, il envoie le résultat. Donc, il y a un qui reçoit chaque fois le résultat. Votre programme reçoit chaque fois le résultat. Vous devez consigner le résultat là quelque part. Une liste. Alors, la liste là, c'est une liste infinie. Et maintenant, si vous voulez faire les traitements dessus, avec Haskell, maintenant, vous comprenez que ça devient aussi aisé avec cette notion de laziness. Donc, vous pouvez travailler dessus en considérant que ça continue à venir. Donc, merci Félicien pour cette précision. D'autres questions? Donc, on va donc passer au cours. Donc, le prochain point, c'est des fonctions un peu plus sophistiquées. Replicate. Il prend en entrée un entier et un élément de type quelconque et sort une liste contenant cet élément-là répété le nombre de fois. Donc le nombre de fois répété, c'est le nombre qui a été spécifié en entrée comme premier paramètre. Donc nous avons ici le nombre d'éléments qui sera dans la liste de sortie. Et les éléments qui sont dans la liste de sortie, c'est cet élément. C'est le même élément qui est de ce type. Donc si nous faisons un replicate, par exemple 10, 3, nous aurons donc une liste de 10 éléments et chaque élément à l'intérieur est le nombre 3. Donc voilà ce que replicate fait. Il y a donc cycle. Cycle prend en entrée donc une liste et reçoit une liste. Alors, cycle, qui veut dire cycle, prend cette liste en entrée et à partir de cette liste, fabrique une liste. La liste obtenue, c'est la liste d'entrée répétée infiniment. C'est-à-dire quoi? Dans ma liste de sortie, si je prends un exemple, hein, j'ai par exemple la liste 1, 5, 3 comme liste d'entrée. Dans la liste de sortie, j'aurai 1, 5, 3, 1, 5, 3, 1, 5, 3, 1, 5, 3 jusqu'à l'infini. Donc c'est une liste infinie dans laquelle on a répété cette liste autant de fois. C'est ça qu'on appelle cycle. Donc au lieu de répéter un élément un certain nombre de fois, on répète la liste infiniment pour obtenir cette liste de sortie. Maintenant, il y a le repeat. Vous voyez que tout se ressemble. Le repeat,
ici, c'est un peu comme le replicate, mais on ne spécifie plus la taille. Ça veut dire que le même élément est dans la liste autant de fois. Donc, on obtient une liste également infinie. Monsieur, Oui. monsieur, pourquoi sur la fonction, à chaque fois il y a la flèche, pourquoi on ne met pas de derrière? La Ici. flèche là, vous dites quoi? Pourquoi c'est pas en sens inverse? Pourquoi ce n'est pas en sens inverse? Pourquoi on ne met pas la virgule ou le point virgule? Entre, Oui. entre int et a, par exemple. Oui. Oui. Entre int et a. Oui. Et faire seulement une flèche. Dis bon, int et a l'entrée, une flèche sortie. Entre int, il y a une flèche entre int et a. Il y a une flèche entre a et a. Oui. Heureusement, nous avons déjà fait les fonctions. Hein? Alors, nous avons vu comment on déclare la fonction. La même, je pars sous la base où peut-être la question t'a échappé hier et aujourd'hui tu poses cette question. D'accord? Hier, nous avons vu que toute fonction à plus d'une variable peut être ramenée comme une fonction à une seule variable. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Hein? Je prends ce cas. C'est une fonction avec deux variables en entrée. Un entier et un type quelconque. Je ressors une liste d'un type quelconque. Donc, on connaît déjà le type de sortie. On a donc ceci comme entrée. Donc, quand on définissait hier, on avait dit que le dernier type existe toujours, qui est le type de sortie. Dans cette série de flèches. On a bien précisé. Maintenant, pourquoi on utilise toujours les flèches entre tous les entrées? Comme on a dit hier, ok, nous pouvons regrouper comme ceci. On a donc une fonction qui prend en entrée un entier. Et me retourne plutôt une fonction qui prend en entrée un type quelconque et retourne une liste. Nous avons dit qu'on peut faire ce regroupement à partir de la droite. D'accord? Donc, je fais le regroupement à partir de la droite. Je laisse le premier. J'obtiens une fonction qui prend en entrée seulement le premier élément et me donne en sortie une fonction. Je peux faire le même raisonnement sur la fonction que j'obtiens. Je regroupe encore à droite les derniers éléments en laissant l'élément le plus à gauche. D'accord? Je continue à... Donc, du coup, là, le langage reste encore dans sa logique, qui est entre la sortie et l'entrée, je mets la flèche. Je ne sais pas si je me fais comprendre. D'accord. Donc, voilà. Et il faut comprendre en plus que c'est un langage. Un langage a ses conventions. Ils ont utilisé la notion de flèche pour leur convention. D'accord? Ils pouvaient également utiliser, comme tu as dit là, ils devaient dire à leur compilateur que quand tu vois comme ceci, ça veut dire qu'il y a déjà plusieurs entrées. Mais ils ont plutôt utilisé les flèches. Mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, ces flèches-là restent encore dans leur logique de séparation entre les entrées et les sorties. Entre les entrées et les sorties, on ne sépare pas la flèche. Donc, du coup, quand il y a plusieurs entrées, chacune des entrées, une entrée est séparée de l'autre par une flèche, parce qu'on sait qu'on peut ramener tout ça comme fonction à une seule entrée et on fait sortir plutôt une fonction. Donc, nous continuons à rester dans cette logique-là. J'espère que j'ai répondu à ta question. Donc, heureusement, nous avons introduit notre cours sur Haskell avec les prérequis en mathématiques. Et nous avons vu les ensembles. Nous avons dit qu'on pouvait définir les ensembles en extension et en compréhension. Donc, nous avons ici
une application de l'écriture des listes en compréhension. Donc, si nous prenons cet exemple, on veut déterminer l'ensemble des 10 premiers nombres entiers naturels qui sont pairs. Alors en mathématiques, on va l'écrire comme l'ensemble des 2 fois k, tel que k appartient à n et k est inférieur à 10. C'est ça la définition, non? Cette définition. Où il y a l'ensemble des 2x, x appartenant à n, tel que x est inférieur ou égal à 10. Là, on sait que x étant inférieur ou égal à 10, on aurait exactement 10 éléments partant de 1 à 10. Si on les multiplie par 2, on aura vraiment les nombres pairs. Donc, comment je peux écrire cela sous Haskell? Parce que ces nombres-là définissent une liste. On aura 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Alors, comment sous Haskell on l'écrit? On l'écrit un peu sous la forme de mathématiques. Haskell a le symbole d'appartenance. Voilà le symbole d'appartenance. Vous écrivez inférieur moins. Vous avez le symbole d'appartenance. Alors, souvent, ce qu'on écrit, c'est l'ensemble des 2 fois x, tel que x appartient à l'intervalle 1 à 10. D'accord? Aussi simple. La représentation générique des listes en compréhension sur Haskell s'écrivent sous cette forme. Nous avons entre crochets une expression qui dépend de x, de y, ainsi de suite. On a le pipe. Et nous avons donc le domaine d'appartenance. X, vous allez écrire x appartient à quelque chose, y appartient à un autre domaine, ainsi de suite. Les différentes variables qui appartiennent, qui sont ici. La troisième partie, c'est le prédicat. Le prédicat, c'est quoi? Nous avons parlé de prédicat l'autre fois où on définissait, on parlait de la définition des ensembles en compréhension, où on a parlé de propriété. Alors, ça, le prédicat, c'est des propriétés que doivent vérifier les x, y qui sont des variables qui sont dans cette expression. Par exemple, ici, nous n'avons qu'une seule variable qui est dans l'expression qui est x. Nous avons précisé son domaine, mais aucune condition, parce que son domaine donne aussi des conditions. Donc voilà, on te dit ici en exercice, écris une fonction qui prend en entrée une chaîne de caractères et retire tout sauf les caractères majuscules de cette liste. Voilà un petit exemple. Je ne vais pas traiter l'exemple, je vous laisse le soin vous-même de le faire. Et si vous avez des difficultés, vous pouvez me voir. Non, vous allez le faire après. Et nous pourrons discuter après. Peut-être à la pause. Lors de la pause. Le pattern matching sur les listes. Comme je disais tout à l'heure, c'est voir un peu les types en profondeur. C'est quoi le pattern matching sur les listes? Nous avons vu très rapidement comment les listes sont définies. Mais nous avons vu cet opérateur. L'opérateur 2 points. Sur ce qu'on l'appelle cons. C'est la reine. C'est la fatigue. Tu peux prendre un peu d'air et tu reviens. Si tu es trop proche, tu peux venir t'asseoir ici.
Pardon? Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, nous avons l'opérateur deux points, le cons, qui prend en entrée à gauche de l'opérateur, nous mettons une valeur de type quelconque. À droite de l'opérateur, nous mettons une liste du même type que l'élément mis à gauche. Et en sortie, nous obtenons une liste. Qu'est-ce que l'opérateur deux points fait? L'opérateur deux points prend cet élément et le met en tête de cette liste. Donc, il ajoute en tête. C'est ce qu'on appelle préfixer. Donc, ça, c'est l'opération de préfixation. Donc, ça préfixe cette liste par cet élément. C'est la liste obtenue en sortie. Alors, lorsque sur Haskell, vous écrivez comme ceci, Haskell comprend déjà que vous dites que ceci, le deuxième élément, est une liste parce que nous avons là deux points d'opérateur, opérateur cons. Celui-ci, c'est une liste. Celui-là, c'est un élément. Les éléments qui sont dans cette liste sont du même type que cet élément. Et il comprend donc que tu es en train de parler là d'une liste dont voici le premier élément. Et voilà le reste de la liste. Donc, lorsque tu écris cette écriture ici, se comprend que tu as une liste dont tu as décomposé en premier élément et le reste de la liste. Donc, ça, c'est un pattern. Donc, voilà un modèle qu'on utilise sur Haskell pour séparer la liste entre la tête et le reste de la liste. Donc, voilà. Ce pattern-ci ne marche pas avec les listes vides. Hein. Parce que dans la liste vide, on suppose déjà qu'il y a au moins un élément. Celui-ci peut être une liste vide, ça ne pose pas de problème. Mais celui-là doit exister. Ce qui fait donc que la liste que vous décomposez comme ceci ne doit pas être vide. Je vais prendre un exemple. Si vous écrivez ceci, petite entre. Parce que la fonction head que nous avons vu tout à l'heure prend en entrée une liste. N'est-ce pas? Et retourne le premier élément. Je vais faire apparaître mon terminal pour que nous voyons tous ensemble. Je vais faire deux points d'exclamation clear. Alors là, je vais un peu agrandir. On va regarder le type de head. Vous voyez que head prend en entrée une liste et sort son premier élément. D'accord. En fait, une façon plus efficace d'écrire, si on vous demande d'écrire vous-même cette fonction qui est head, on peut donc définir notre fonction qui va implémenter head. Nous ne savons pas comment head est écrit intérieurement dans Haskell. Parce que si je fais par exemple head de ceci, 1, non, le nom même 6,1,4. Je tape entrée, je vais obtenir 6. Mais nous ne savons pas comment intérieurement dans Haskell c'est écrit. Nous pouvons écrire le nôtre. Alors pour écrire le nôtre, je prends par exemple celui-là qu'on a appelé my head. Je fais let my head. Je lui dis que si j'ai comme ça XS suivi de n'importe quoi, nous avons vu que n'importe quoi c'est underscore. Que la liste soit vide ou pas. D'accord. Voilà mon entrée.
Je vais d'abord laisser ça. Je pouvais définir ma head de XS comme ça, égal à, j'utilise la fonction head que je connais, de XS. Si étape entrée, je peux appeler my head. D'accord. Je lui passe par exemple en entrée 5, 2, 3. Je me retourne bien ici. Mais je ne veux pas utiliser head pour encore définir my head. Mais moi, je veux implémenter. Alors, qu'est-ce que je fais? Je sais que pour implémenter, qu'est-ce que je fais? Alors, je dis que voilà mon entrée XS. Je dis non, je vais écrire mon entrée là sous un modèle. Je l'écris sous ce modèle immédiatement. Sous le modèle où il est de la forme, le premier élément, 2 points, le reste de la liste, que je vais appeler XS. Et je dis que ce que tu me retournes, c'est tout simplement le X là. Je tape entrée. Je peux appeler encore my head sur celui-là. Si j'appelle, il va tout me retourner 5. Mais, puisque dans l'expression de sortie, je n'utilise pas ceci. Je pouvais dire que je fais avec n'importe quoi là-bas. Je peux définir ça avec n'importe quoi ici. Donc, c'est là où j'utilise le underscore. Je tape entrée. Et si je rappelle encore my head avec ceci, j'obtiens le même résultat. Alors, c'est ça qui est dans le cours. C'est ça qui est dans le cours ici. Donc, on vous dit que vous faites cette fonction. Dès que vous écrivez comme ceci, Haskell, quand il voit les 2 points, il comprend que c'est l'opérateur const. Et que ce qui est ici, c'est toute chose, c'est toute liste qui est, dont les éléments ont le type de l'élément qui est ici. D'accord? Et lui, il vous sort le premier dans cet élément. Or, en écrivant comme ça, vous êtes en train de dire que j'ai déjà décomposé la liste, voici son premier élément. Donc, Haskell comprend ça. C'est ça qu'on appelle le pattern matching sur la liste, écrit sous cette forme ici. Donc, demain, vous pouvez faire pour la queue, hein, pour obtenir le reste des éléments sauf la tête. C'est le même raisonnement qui est appliqué là. Mais observez bien, lorsqu'on passe, comme je disais tout à l'heure, on ne passe pas des listes vides. Vous passez les listes vides, votre programme plante lamentablement. Donc voilà pour le pattern matching sur les listes. Il y a des questions? Alors nous passons donc, après les listes, donc nous passons aux tuples. Les tuples, vous les voyez au secondaire, où on parlait de dénombrement. Vous aviez très peur de ce chapitre, de cette partie de mathématiques, pourtant c'est l'une des parties les plus faciles. Mais vous avez vu ce qu'on appelle les n-uplets. Hein? Oui. Mais nous avons introduit ça ici en mathématiques comme le produit cartésien, hein, aussi simple. Donc les tuples ont vraiment une correspondance avec les produits cartésiens. Lorsque vous voulez travailler avec les tuples, vous devez déjà vous assurer que vous connaissez le nombre d'éléments que vous voulez utiliser, le type de chaque élément que vous voulez utiliser dans le tuple. Parce qu'un tuple, c'est quoi? C'est un ensemble d'éléments ordonnés. Ordonnés. Je dis bien ordonnés. La position de chacun est nécessaire. Tout à l'heure, quand on parlait de liste, quand j'ai introduit la liste, je disais que c'est les données homogènes qu'on a dans la liste, c'est-à-dire du même type. Pour les tuples, on a les données dont
la position de chaque donnée est importante dans notre liste. Deuxièmement, chaque élément a son type. On est libre maintenant d'avoir que chaque élément est de type. Donc, du coup, c'est un ensemble de données plutôt hétérogènes. Alors, comment on l'écrit souvent? On l'écrit entre les parenthèses et chaque élément est séparé de la virgule. Donc, c'est ce qu'on appelle généralement les NUPLEN. Chaque fois que vous avez un tube de disons, n éléments, si vous ajoutez à ce tube-là encore un élément, vous obtenez un nouveau type. C'est-à-dire le type des tuples change par rapport au nombre d'éléments dans le tuple. Donc, je ne peux pas dire que j'ai un tuple de 3 éléments et j'ai un tuple de 4 éléments, ils sont du même type. Non. Par contre, sur les listes, je peux avoir donc une liste de 3 éléments, une liste de 4 éléments, ils sont du même type. Par exemple, les chaînes de caractères, il peut y avoir une chaîne de 3 éléments, une chaîne de 10 éléments. Ils sont tous des chaînes de caractères. Ce n'est pas le cas pour les tubes. Donc, lorsque nous voulons utiliser les tubes, il faut déjà qu'on sache le type des éléments, le nombre d'éléments que nous voulons utiliser. C'est comme ça que nous pouvons utiliser les tubes. Je vais prendre un cas simple. Je veux travailler avec les données d'un étudiant. Un étudiant est caractérisé par son nom complet, sa date de naissance, d'accord, son numéro matricule, et je vais dire sa moyenne obtenue. Je connais déjà qu'il y a 4 éléments. Je peux prendre dans les tuples pour représenter ces données, sachant que j'ai déjà 4 éléments. La première position, ce sera le nom complet. La deuxième position, ce sera son matricule. La troisième position, ce sera sa date de naissance, ainsi de suite. Donc, du coup, je peux prendre les tuples pour représenter ces données. Sous Haskell, Haskell a travaillé spécifiquement sur les couples. Les couples qui sont dans les tuples à 2 éléments. Donc, vous voyez ici que maintenant, il a fixé le nombre d'éléments qui n'est que 2. Il travaille donc dessus. Ce qu'on appelle les couples. Quand ces 2 éléments parlent de couple. Alors, Haskell a défini sur ce type de 2 fonctions. Il y a la fonction first qui est FST et la fonction second qui est SND. Alors, la fonction first donne le premier composant du couple et la fonction second donne le deuxième composant. Si vous voulez voir cela rapidement sur le terminal, je fais apparaître mon terminal. Je demande le type de la fonction first, type de FST, tape entrée. Vous voyez donc que le type affiché de FST, c'est en entrée. Il y a combien d'entrées ici, selon vous? La fonction se prend combien d'éléments en entrée? 2. Célarine dit 2. Un élément en entrée. Alors, on dit un élément en entrée. Et Urich, un élément en entrée. Ok. Si nous avons vu la définition des fonctions hier, si on avait 2 éléments en entrée, on doit avoir la flèche qui est entre les 2 éléments d'entrée. Donc, nous n'avons qu'une seule flèche. Donc, nous sommes sûrs que voici le type de sortie. Donc, tout ce qui est là, il n'y a pas de flèche. Donc, c'est un seul élément. Donc, il n'y a qu'un élément en entrée. Mais l'élément qui est en entrée est un couple. D'accord? Donc, ça prend un couple et ça retourne le premier élément. Donc, si vous appelez FST, par exemple, du couple 1, 2,
disons 5, 4, ça va nous retourner quoi? 5. Et si j'appelle plutôt second SND, on va afficher 4. Qui peut nous écrire au tableau là le type de SND? Nous avons le truc là au tableau. Hein, Ulrich? Tu ne peux pas? Hein? Le type Raoul. SND. Oui. Je vais faire ici. D'accord, Raoul, vas-y. Donc, lorsque tu vas écrire, nous allons confirmer avec notre terminal. Hein. Très bien. Donc, voilà le type de SND. Et on peut vérifier avec le terminal. Et voilà. Donc, nous confirmons. Donc, nous continuons. Là. Alors, le prochain point, c'est les types variables et les fonctions polymorphiques. Tout à l'heure, nous avons vu la fonction head. Nous avons même vu la fonction SND. Dans la fonction SND, là, que représente le B? Hein, Raoult vient de l'écrire. Que représente le B? Un sortie. Ouais, mais on a aussi le B là dans l'entrée. Le même type. Le B, c'est le type de l'élément. Mais nous avons dit que les types sous Haskell s'écrivent tous en majuscule. Mais pourquoi celui-ci, ce n'est qu'une lettre et tout ça en minuscule? Une variable de type. Voilà, c'est une variable de type. Donc, B là représente un type. Mais ce n'est pas encore un type. Il n'est qu'une variable qui représente un type. Donc, on peut remplacer le B là par un int. On peut remplacer le A par un float. En ce moment, on couple un float et int. Ça peut être peut-être le float et sa partie entière. D'accord? Donc, du coup, on va dire que la fonction SND est une fonction polymorphique parce que en réalité, on ne connaît pas son type de ce qui peut nous donner plusieurs types en sortie. Selon les valeurs qu'on a données à B. En ce moment, on peut avoir les int en sortie. On peut avoir les floats en sortie. On peut avoir les chaînes de caractères en sortie. Et quand nous allons créer notre propre type, on peut voir qu'on peut avoir notre propre type en sortie. D'accord? Nous avons parlé de constructeurs de type. On a vu que les constructeurs de type pouvaient prendre des valeurs. Pouvaient prendre des paramètres, pardon. Lorsque un constructeur de type prend des paramètres, alors on dit que ce type est aussi un type variable. Parce qu'on peut avoir de type concret à partir de ce type que quand on donne une valeur au paramètre qu'il prend en entrée. Mais je vais anticiper déjà comme ça en disant que les constructeurs de type ne prennent que les types comme entrée. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ils se comportent comme des fonctions qui prennent en entrée plutôt des types. Pas des valeurs naturelles que nous connaissons. Mais les valeurs que le constructeur de type prend en entrée, ce sont des types. Nous allons voir ça plus tard. Donc, on va revenir sur la notion un peu plus tard.
Il y a des questions? Monsieur, la notion de fonction polymorphique, là, je ne vois pas trop. C'est un peu ambigu. Ah, c'est un peu ambigu. Je vais prendre le cas simple que j'ai dans le cours. On a pris la fonction head. On a interrogé le type de head. On a dit que head prend en entrée une liste de quelque chose. Et en sortie sort un élément du type qui est le type des éléments qui sont dans la liste d'entrée. Mais prenons le A. C'est toi qui as dit tout à l'heure que le A là est une variable de type. C'est-à-dire c'est une variable qui ne doit contenir que des types. D'accord? Ça veut dire que au A qu'on voit dans la déclaration de head, donc dans la définition du type de head, le A que vous voyez là-bas, en réalité n'est pas un type, mais c'est quelque chose qui représente un type. Parce que si c'était un type, on devait mettre directement int. On est d'accord? Ça pouvait être un int, ça pouvait être un double. Mais ce n'est pas un int. Mais c'est quelque chose qui représente un int. C'est bon? Deuxièmement, je reviens à la notion de polymorphique, qui veut dire polymorphisme, qui veut dire plusieurs parents, plusieurs morphologies. Alors, la fonction head, on ne peut pas dire que nous donne en sortie un int et on est calé là-dessus. Ça peut donner en sortie un int. Ça a pris dans la forme de un int en entrée, une liste de int et nous sort un int. Mais si c'est plutôt les doubles qui sont en entrée, on sort une liste de, on doit sortir plutôt un double. Ça a pris une deuxième forme. Si on passe plutôt une liste de chaînes de caractères, en sortie, j'aurai plutôt une chaîne de caractères qui est une autre forme que head prend. Donc head prend plusieurs formes suivant la variation de A. Donc suivant la valeur que tu donnes à A. Mais la valeur que tu donnes à A, c'est des types. En ce moment, on parle donc de fonctions polymorphiques qui peuvent prendre plusieurs morphologies. C'est bon? D'accord. On avance donc. Voilà. Ici, nous parlons de custom type ou bien les types personnalisés. Alors, il va arriver généralement, nous avons vu les types basiques. Nous avons vu les types un peu complexes comme les listes et les tuples. Il va arriver que, et quand nous voyons les tuples, nous avons vu qu'on a donné quelques exemples, c'est les tuples faits des éléments qui sont de type basique. Il va arriver que quand vous analysez votre problème pour vous le résoudre, vous veuillez créer votre type pour gérer, pour faire le traitement des données. Alors, est-ce que vous donne cette possibilité de créer vous-même votre propre type? Nous avons vu la dernière fois comment on pouvait créer, comment intérieurement, par exemple, le type booléen est créé. Voilà. Nous avons parlé de constructeur de type et de constructeur de données ou le constructeur de valeurs. Voilà pour le booléen. Voilà par exemple pour la fonction, pour le type maybe. Et voilà pour le type AIDA. Je vais y revenir dessus tout à l'heure. Mais la syntaxe globale, c'est celui-ci. Quand vous voulez définir un type sur Haskell, vous écrivez le mot-clé data, vous écrivez le nom de votre type, qui est encore le constructeur de type. Le nom que vous donnez à votre type, lui, il est le constructeur de type. Un peu comme sous Java.
quand vous voulez créer une nouvelle classe, hein, parce que c'est la classe qui définit le type sur Java. Quand vous créez une nouvelle classe, il y a ce qu'on appelle le constructeur, qui est le même nom que la classe. C'est la même chose un peu. Non, en PHP, on utilise le construct. C'est constructor, underscore, constructor, un truc comme ça. Donc, ici, sur Haskell, vous décrivez le mot-clé data, le constructeur de type, qui est le nom de votre type. Éventuellement, si votre type doit fonctionner avec des paramètres, vous mettez donc les paramètres ou bien les arguments. D'accord? Vous passez les arguments. Et ici, à gauche de l'égalité, pardon, à droite de l'égalité, vous faites ce qu'on appelle la construction des données. Vous avez un constructeur de données, éventuellement, qui peut être présent ou pas. C'est pour ça que j'ai mis dans les crochets. Constructeur de données, ses arguments. Constructeur de données de ses arguments, ainsi de suite. Le tout séparé par les pipes. Voilà généralement comment on construit les nouveaux types sur Haskell. Voilà l'une des façons. Je ne veux pas dire que c'est l'unique façon. C'est l'une des façons. Mais globalement, ça suit ces syntaxes ici. Si nous regardons donc le type booléen, regardez, le type booléen suit exactement cette syntaxe. Voilà le constructeur de type qui est bien bool. Voici les constructeurs de valeurs ou de données qui sont true et false. Alors, est-ce que ces constructeurs-ci prennent des paramètres? Non. Aucun argument n'est passé à ces constructeurs. C'est des constructeurs, on les appelle généralement des constructeurs nuls. Lorsqu'on prend un paramètre, on dit unaire, deux paramètres binaires, et ainsi de suite. Je crois que c'est ternaire. Ici, nous avons donc la déclaration d'un type qui prend un paramètre, un argument en entrée. Donc, voilà le type que nous définissons. Mais ce type-ci prend un argument en entrée. Ça veut dire que nous définissons le type maybe, mais nous ne disons que maybe ne peut exister que si ce paramètre existe. Donc, en réalité, le type, même que nous construisons, c'est maybe de quelque chose. Alors, voilà le constructeur. On dit que soit ce sera nothing, soit ce sera just quelque chose qui est de ce type, qui est du même type que celui-là. J'ai pris un autre exemple qui est AIDA, qui prend plutôt deux types en entrée. Voilà donc notre type AIDA, mais qui prend deux arguments. Et voilà les deux constructeurs, le left et le right. Left de A, ou bien c'est right de B. Monsieur AIDA veut dire quoi en français? Pardon? AIDA, là, ça veut dire quoi en français? Je crois. C'est le ou, non? Non, parce que c'est que le ou, naturellement, c'est dit or. L'un ou l'autre, on utilise AIDA. Voilà. L'un ou l'autre. L'un ou l'autre, donc, c'est soit la gauche ou la droite. Mais lorsque je veux prendre la gauche, je dois prendre avec le type là. Si je veux prendre la droite, je prends avec celui-là. Maintenant, regardons un peu comment ceci fonctionne sur le terminal. Donc, si je passe sur mon terminal, je demande le type de true. Si je demande le type de true.
On s'attend à quoi? Pardon? On s'attend à ball. Et voilà, on a bien true à pour type ball. De même, si écrit pour false, hein, ça va, on aura false à pour type ball. Maintenant, prenons le maybe. Nous avons dit que maybe c'est soit nothing, soit just a. Donc, prenons pour nothing. Le type de nothing. Je tape entrée. Oh, c'est un maybe de A. C'est générique. Mais si je fais ça, maintenant prenons un just. Le type de just, on peut dire just quoi? Just prend quelque chose, c'est le constructeur de valeur ou le constructeur de données. Maintenant, c'est les données qu'on construit. Si je fais just 2, comme ça, 2 étant un nombre. Alors, il va me dire que just 2 est un maybe de A en mettant la condition sur A que A doit être un nombre. D'accord? C'est ça, non? Donc voilà, il dit que just 2 est un maybe de A avec A qui doit être un nombre. Maintenant, si je veux dire que 2 est ici pris comme un int, je fais donc 2, 4 points int. Comme ceci, je tape entrée. Hop. Il me fallait mettre la parenthèse. Donc, vous voyez que maintenant, ici, c'est maybe int. Donc, vous voyez que par rapport aux valeurs qui changent à gauche de l'égalité, ce sont les types que nous mettons, alors qu'à droite, nous mettons les valeurs. Nous mettons les données. Je ne peux pas dire just d'un int. Mais je peux dire just de 2. Je peux dire just d'une chaîne de caractères. Si je fais ceci là, just hello world. Alors, ce sera quoi le type de just hello world? Maybe string. Très bien, ce sera maybe string. Char dans les crochets, c'est exactement ce que ça va écrire. Maybe char dans les crochets, c'est la même chose. Et ce qui va écrire, c'est vraiment maybe char dans les crochets. Et le voilà. Voilà son type. Donc, il y a des questions à poser. Monsieur, essaie un peu de créer un type dans le... Comme on a vu là, vous créez un type. Oui. Oui, dans le REPL, je ne peux pas créer de type, il faut créer dans un fichier et importer le fichier. Je vais faire disparaître ça. Je vais arrêter ceci. Nous allons venir dessus, nous allons arriver dessus, je vais créer. On va créer dans un fichier tout à l'heure. D'accord. Mais voilà la syntaxe générale. Voilà quelques exemples. Maintenant, vous pouvez faire le vôtre. Vous pouvez définir votre type. Voilà. 0 ou bien 1. Vous écrivez 0 avec le Z majuscule et le 1 avec U majuscule parce que les constructeurs de données là doivent commencer avec la majuscule. Ainsi que le type.
Vous l'écrivez, ça va marcher. Monsieur, est-ce qu'il peut mettre maintenant? Pourquoi pas? Tu appelles ça comme tu veux. Comme tu veux. Mais c'est même que Raoul là commence avec le R majuscule. Data égale riche et riche. Alors ici, je vais déjà introduire ça. Ça, c'est ce qu'on appelait la somme. Ici, on fait la somme. C'est soit false, soit true. Ici, on a encore la somme. Mais ici, on a commencé à introduire les arguments. Mais lorsqu'on va déjà prendre, lorsque le constructeur ici va déjà prendre deux arguments, on va parler donc du produit de deux types. Donc, nous sommes en train de commencer à fabriquer là les données à partir de la somme et du produit. Mais nous allons voir ça plus tard. Donc, comme je disais tout à l'heure, Raoul, donc on va répondre à ta question. Donc, voici un autre exemple aussi simple. Nous voulons donc traiter avec les données sur une personne et on nous dit que nous devons capturer son nom complet, le lieu de naissance, l'année de naissance, sa taille et son numéro de téléphone. Comment est-ce que nous devons créer un type qui doit correspondre à la personne? Alors voilà. Nous écrivons data, n'est-ce pas? Nous écrivons notre constructeur de type, qui est le nom du type que nous voulons créer. Nous mettons égal. Nous avons le constructeur maintenant de données. Voilà, celui-ci c'est le constructeur de données. Ici, on l'a appelé de la même façon que celui-là, ça ne gêne pas. Mais lorsqu'il est placé ici, il est constructeur de données, data constructor. Et mais lui prend des paramètres. Il prend une chaîne de caractères, un entier, un float et une chaîne de caractères. Première chaîne représente le nom complet. La deuxième chaîne, c'est le lieu de naissance. Le troisième, ce qui est un entier, c'est l'année de naissance. Le troisième paramètre qui est un float, c'est la taille, sa taille. Et le dernier paramètre, c'est son numéro de téléphone, qui est une chaîne de caractères. Maintenant, ici, il y a une nouveauté. Il y a le derive ici, show, qu'on a ajouté. Le derive ici, show, dit seulement que nous voulons que notre type personne que nous sommes en train de créer fasse partie de la classe show. Show est une classe qui est déjà dans Haskell. Nous voulons qu'il implémente par défaut. Show, c'est la classe qui permet d'afficher les éléments sur l'écran. Donc, c'est pour nous permettre juste, nous avons ajouté ça pour nous permettre d'afficher notre type personne sur l'écran. D'accord? Donc, lorsque j'écris comme ceci, je peux donc créer une donnée de type personne. Voilà donc une donnée de type personne que j'ai créée. Voilà comment ça se crée. J'appelle le constructeur de données avec les paramètres, avec des arguments qui suivent bien le type. Ce type-là. Oui. Si on ne mettait pas le show là, et que comme on a fait les takam, en tapant takam, ça ne devait pas ça. Même actuellement, ça ne s'affiche pas. Premièrement, en écrivant let takam, en mettant le show, ça ne s'affiche pas. Donc on le fait tout à l'heure. Oui, oui, mais on a juste défini la donnée takam. Quand j'ai écrit let takam, il n'affiche pas.
Ah oui, oui, quand tu Si écris tu appelles- Takam, il n'affiche Il pas. n'affiche pas. Mais il faut l'appeler après. Maintenant, si je dis Takam, il va planter. Hein, on est d'accord. Oui, on le fait donc. Profite pour le faire pour répondre complètement à ta question. Et je vais faire apparaître ceci. Notre fichier de la dernière fois, c'est où? Affirmation. Je vais dire Tosh. Je vais appeler le fichier personne. Bon, Haskell. Je tape entrée. Ah, ça, on va voir. Ah, j'attends d'abord quand même. Donc, à l'intérieur, donc, je vais mettre cette définition. The purpose. Je vais commencer à mettre cette définition-là. Ça se voit bien, non? Bon, je vais enlever d'abord le deriving show. Parce que voici exactement comment ce que nous avons. Je fais donc apparaître mon terminal. Et je load. Je fais donc 2.L personne. Il tape entrée, il compile très bien. Donc il n'a pas de problème avec. Donc il a déjà pris en mémoire personne. Maintenant, je vais définir mon takam de tout à l'heure. Je vais prendre takam. Je fais dans ceci. La piste. Il n'y a pas de T qui n'a pas été. Donc, si je tape entrée, d'accord. Je peux demander le type de takam. Pour demander le type, fait 2 points T de takam. Ok. Il me dit que takam est de type personne. Maintenant, si je dis affiche takam, j'écris tout simplement takam. Alors là, il plante. Regardez, lisez bien l'erreur. Not instance for For show. Regarde. Oui. Alors ici, vous voyez qu'il y avait dit deriving show. Il y avait dit deriving show. Donc si je reviens maintenant pour que ça marche, je reviens sur mon fichier. Je remets mon deriving show. Je sauvegarde. Je reviens sur mon terminal. Je reload. Maintenant, je peux afficher takam. Il dit, un not in scope. Bon, j'ai déjà reload. Ça veut dire que tout a été annulé. Donc, il me faut redéfinir takam. Je redéfinis takam. Maintenant, je peux appeler takam tout naturellement. Si je demande le type de takam, j'aurai celui-là. C'est bien personne. Si j'appelle affiche takam, maintenant il va afficher takam tranquillement. Ça répond maintenant à ta question, non? Et je crois qu'on a répondu à ta question comme créer un nouveau type.
Je veux ajouter je pense qu'il y a une petite sentence pour le faire à partir d'ici. Mais c'est un peu compliqué. C'est pas aisé d'écrire ici pour définir les types, quoi. Oui. Dans le REPL. Oui, dans le REPL, on peut écrire le code comme dans les fichiers. Oui, il y a la façon de le faire. Vous mettez 2 points. C'est quoi ces 2 points? Vous ouvrez les accolades. Puis vous écrivez les accolades 2 points, un truc comme ça. Et entre les deux là, vous pouvez écrire. Vous tapez même entrée, ça ne gêne pas, ça ne va pas compliquer jusqu'au moment où vous dites que vous avez fini. Oui. Mais vraiment, les vrais programmes ne s'écrivent pas ici dans le REPL. C'est pour ça que ce n'est pas assez nécessaire. Donc voilà, nous continuons sur notre cours. Donc, ici, on explique tout ça, tout ce qu'on vient de faire. Et nous passons donc à une autre forme de définition de type. Donc, nous voulons créer un autre type, mais il y a, nous avons vu la première méthode. Voici donc une autre méthode, mais qu'est-ce que cette méthode vient révolutionner pour qu'on laisse la première pour dire que nous préférons celle-ci? Regardez, nous avions tout à l'heure là une personne. Et la personne est caractérisée par son nom complet, son lieu de naissance, l'année de naissance, sa taille et son numéro de téléphone. S'il arrive que j'ai une personne et je veux obtenir, par exemple, son nom. Donc, je veux faire ce que en orienté objet, vous faites comme vous appelez le getter. Vous faites le getter du nom. Qu'est-ce qu'il veut faire? Je veux définir une fonction. Je vais dire get full name, qui va prendre en entrée une personne et me donner en sortie une chaîne de caractères qui est son nom complet. Alors voilà comment ça peut être implémenté. J'écris la personne que je prends en entrée sous la forme de ce pattern matching. Donc je le mets du coup sous la forme de son constructeur de données. Et je dis que voilà, je retourne juste son nom complet. D'accord. Mais regardez, ceci ne devient pas lourd. Ça devient lourd. Comment je pouvais donc faire écrire quelque chose qui contient du coup cette fonction-ci de façon automatique, par défaut? C'est défini notre type personne que nous avons défini ici, comme ceci. Nous pouvons définir ce type-là sous cette forme-ci. Alors nous écrivons donc, comme d'habitude, data, le nom du type, le constructeur de données. Maintenant, entre les accolades, pardon. Vous savez dire que les data dans les paramètres qui sont il y a une liste de types. Oui, nous avons dit que les data constructors prennent les valeurs, pas les types. On spécifie les types des valeurs qu'ils vont prendre. Donc, ils se comportent exactement comme des fonctions. Les data constructors. Je vais revenir ici pour bien étayer cela. Si je viens ici, nous avons construit le type personne, n'est-ce pas? Et dans le type personne, je vais demander quel est le type de ceci, qui est notre constructeur. Je fais donc 2 points.
type de personne. Je tape entrée. Mais oui. Alors, il prend en entrée une chaîne de caractères qui représente le nom complet, une autre chaîne de caractères qui représente le lieu de naissance, un entier. Vous voyez qu'en fait, c'est ces types-ci que nous avons cités quand nous créons le type. Je vais ouvrir le fichier. Ce sont ces types-ci qui sont là. C'est ça qu'il a cité là. Donc, personne, quand vous créez comme ceci, quand vous créez le type avec cette méthode-là, le constructeur de données est une fonction. Mais comprenez bien, c'est une fonction un peu spéciale parce qu'on a dit que les fonctions commencent avec la minuscule. Parce que c'est une fonction de construction. Commence avec la majuscule. D'accord? Donc, nous avons vraiment affaire aux fonctions. Donc, ce qu'on fait, c'est que quand on veut construire la donnée, à la fonction de construction, de constructeur de données, on passe plutôt les vraies données. C'est pour ça que quand on voulait construire la donnée TACAM, on lui a passé ces valeurs-là. TACAM Fridolin comme nom complet, Yaoundé comme le lieu de naissance, 1925, l'année de naissance, 1,78 mètres certainement sa taille, et le numéro de téléphone, c'est celui-là. On lui a passé vraiment les données. Donc, on a appelé notre fonction personne avec des données. Et on obtient maintenant vraiment une personne. Regardez bien le type de personne. Le type de sortie, c'est une personne. Et ici, il ne faut pas faire la confusion entre ce type de sortie personne, qui est le constructeur de type, De type, voilà. avec ce personne dont on a demandé le type, qui est le constructeur de données. Voilà. Il arrive que dans ce cas, on a une coïncidence avec le nom du constructeur du type qui coïncide avec le nom du constructeur. Ça peut être différent. Hein. Effectivement. On pouvait dire data personne est égal individu. Et ensuite, on passe la liste là. Dans ce cas ici, on aurait demandé le type de individu. On aurait obtenu On aurait ici individu, là, individu, mais ici, on aurait obtenu personne. Bon. Et ceci renvoie vraiment à la notion de toutes est fonctions en Haskell. Voilà la fonction de retour. Pardon? C'est comme une fonction de retour. Ça commence à une, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Je ne suis pas sûr de comprendre, mais je répète ici que personne, tel qu'il est indiqué sur le programme, personne qui est à droite de l'égalité dans la déclaration, la définition du type Celui-ci. mais celui qui est à droite, le deuxième qui est à droite, Celui-ci. oui, est une fonction. C'est une fonction qui prend ces différents paramètres string, int, float et string et nous retourne Une personne. une personne. Donc, Et cette personne-là référence maintenant le type, le constructeur de type. oui. Sur le autre. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, on pouvait mettre l'individu. Si nous mettons l'individu, ça ne change rien. Si je sauvegarde et je recharge, tout compile bien. Je construis ta cam. Non, il faut mettre maintenant l'individu. Ce n'est plus personne. Donc, je dois mettre là individu.
Je tape entrée, TACAM est défini. Si je demande le type de TACAM, alors il va m'afficher quoi? Individu ou personne? Personne, très bien. Et voilà. Mais si je demande maintenant le type de individu, hein, le type de individu, c'est lui qui est maintenant la fonction. Voilà. Et vous voyez que, comme on disait tout à l'heure, individu, individu, mais en sortie, on a personne. C'est bon? C'est dur. Non, c'est pas dur. Il suffit de suivre les règles là, qu'on t'explique. Donc voilà. Comme j'expliquais tout à l'heure, donc ici je vais cocher ça. Comme j'expliquais tout à l'heure, voilà la nouvelle façon de définir en créant immédiatement les getters. Donc lorsque je veux définir un type avec le syntaxe, avec le record syntaxe, j'écris bien data comme normalement. J'écris le constructeur de type, qui est le nom de mon type. Je mets l'égalité. Comme tout à l'heure, on pouvait mettre là individu, mais nous avons encore choisi la même chose, personne. J'ouvre les accolades. Je définis quelque chose un peu comme des fonctions qui représentent comme si je définissais les types. Oui. J'ai écrit full name à petit string. Donc, c'est comme si j'étais un peu comme en Java, il dit que name, qui est une chaîne de caractères. Je mets la virgule. Lieu de naissance, chaîne de caractères. Année de naissance, un entier. La taille, un float. Le numéro de téléphone, une chaîne de caractères. Bon, on a mis deriving show, juste pour que ça puisse être affiché. Alors, quand vous choisissez ces syntaxes, voici comment vous pouvez définir la variable ou bien la donnée TACAM. Vous écrivez le constructeur de données, les accolades, vous écrivez les mêmes noms là, mais vous mettez l'égalité, vous mettez la valeur. Vous séparez par les virgules. Donc à la fin, vous obtenez la donnée. Mais maintenant, l'avantage que nous avons ici, c'est que si j'ai, par exemple, TACAM, je vais obtenir le nom complet de TACAM. J'appelle seulement sur TACAM, j'appelle full name. J'écris seulement full name, je passe TACAM en entrée. Donc, cette écriture-ci ne nous crée pas seulement le type personne, nous crée aussi les fonctions qui sont les fonctions full name, place of birth, year of birth, height et phone number, qui prennent en entrée une personne et retournent un élément de type string ou bien int selon les cas. Donc, avec cette écriture-ci, nous avons 5 fonctions qui sont aussi créées immédiatement. Mais c'est un peu comme les enregistrements. Les enregistrements, sous quel langage? C'est ça, on a vu. Je n'ai pas encore fait ça. J'aimerais bien apprendre. Non, Ah, surtout le détection. Les enregistrements, tu enregistres une connexion. C'est pas une personne, tu enregistres une personne, son nom, pour avoir le nom, c'est. Tu appelles le nom de la connexion pour Oui, oui, effectivement. Le Mais nom c'est- de la personne pour un nom. Non, le nom de la connexion. Le nom de la personne pour un nom. Mais même en orienté objet, c'est comme ça, vous définissez les méthodes Oui. et maintenant vous faites vraiment l'objet point la méthode.
vous obtenez ce que vous voulez. Je veux souligner ici, puisque tu as souligné un point important, quand j'étais à mes débuts, ma confusion à ce niveau, c'était d'accepter que full name que je vois dans la structure là, qui ont dans le type string, était en fait une fonction qui prend en entrée un type personne et retourne donc cette string. Oui. Voilà. Donc j'avais beaucoup de difficultés à comprendre ça. Mais c'est le langage, donc c'est la syntaxe. Donc quand vous déclarez comme ça, vous définissez le type personne comme on l'a fait, vous obtenez gratuitement les fonctions full name, place of birth, year of birth, height, and phone number. Oui. Donc, merci Félicien. Il y a des questions? Plus riche, c'est comment le niveau est élevé. Il faut que vous vous mettez à jouer. Hein. Ce que je m'attendais, c'était que vous veniez un peu tôt pour qu'on essaye de rattraper un peu. Mais vous n'êtes pas venu. Ou bien qu'à la fin, Mais comme ça. si j'ai cherché le cours de texte, là, il y a Tiens. sur les chips. Oui. Il y a juste les textes. Et même le truc qui est là n'a pas été mis. Il y a le on a même le cours. Déjà. Sur les fonctions. Là, c'est seulement les exercices. Ah, il n'y a pas le cours. Lequel? Sur les types basiques. Les types basiques, il y a le cours, il y a l'exercice. Oui, il y a les exercices. Il y a les exercices. Tu as un dossier, tu allais dans GitHub. Oui, j'ai téléchargé seulement les exercices. On va vérifier. Oui, on va vérifier. Donc, le paramètre de type, comme tout à l'heure, on peut passer à un type. Les paramètres, comme le maybe. Mais les paramètres qu'on passe à un type qui prend les paramètres qu'on lui passe, si je veux parler comme ça, l'argument qu'on peut passer, c'est un autre type. Comme le maybe tout à l'heure quand nous parlions, on peut parler de maybe d'un int, du maybe d'un cas. Ici, c'est... Non. En fait, nous avons dans notre cours un type car qui a été défini, qui est celui-là. Nous avons un maybe d'un string, etc. Donc, alors, je vais dire comme ça que le type maybe est un type paramétré. C'est pour ça qu'on appelle celui-ci constructeur de type, parce que lorsque vous faites varier ceci, vous avez de nouveaux types. J'espère que vous pouvez comprendre maintenant pourquoi on les appelle constructeurs de type. Parce que lorsqu'il ne prend rien, on n'arrive pas à comprendre vraiment comment il se met à construire les types. Maintenant, quand on met un argument en entrée et on fait varier cet argument-là, on voit comment il lui ressort les types. Mais on prend en entrée quoi? Des types. Si tu permets. Oui, Félicien. Qui en fait, une fois de plus, renvoie à la notion de fonction. Voilà. Constructeur de type forme est une fonction qui prend en paramètre des types. Tout est fonction. Oui, c'est pour ça qu'on dit à Haskell, tout est fonction. Ouais. C'est important de commencer à voir le monde en fonction. Parce que c'est ça le paradigme. C'est-à-dire c'est ça partie d'un paradigme à un autre paradigme. Comme si on réapprenait à marcher avec la tête. Ah oui. Qui peut être la norme. Oui. Être la norme. J'ai mon petit garçon qui, chaque fois que je lui donne ses chaussures,
il est maintenant dans le sens inverse. Donc, moi, j'étais coincé dans ma tête que, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal, c'est pas normal. Mais finalement, qu'est-ce qui est normal? Lui, c'est comme ça qu'il voit sa réalité. Son paradigme à lui. Peut-être nous qui pensons qu'on marche avec les pieds, on devrait en fait marcher avec les mains pour l'abri. Effectivement. Ah. Donc, il est souvent, généralement conseillé qu'à un moment, quand vous avez des types qui prennent, dont le constructeur prend certains paramètres, pour rendre votre type flexible, vous lui faites passer les paramètres. Nous avons un type ici qui définit une voiture, un car. C'est ça, Félicien. Une voiture. Alors, on a la compagnie qui a créé le véhicule, le modèle et l'année de création. Voilà. Mais on peut, au lieu de créer ce type, on peut créer plutôt un type comme ceci paramétré. On dit que le premier type qu'on met là, ce sera le type de la compagnie qui a créé. Le deuxième type, c'est le type du modèle. Et le troisième type, c'est le type de l'année. Alors ici, l'avantage qu'on a, c'est que l'année-ci, lorsque nous écrivons comme ceci, l'année-ci, à un moment, tu peux le considérer comme une chaîne de caractères. Si tu passes ici plutôt un string. À ce moment, on te donne plutôt l'année tout en lettres. Donc, il peut arriver que dans un problème, quelqu'un peut te donner l'année plutôt en écrivant un nombre entier, un autre te donne l'année en écrivant en toutes lettres. Comment tu peux gérer ce genre de situation? Tu crées plutôt un type paramétré comme ça. Lorsqu'il te donne en lettres, il considère à la position de celle-là plutôt une chaîne de caractères. Alors que quand il te donne avec un nombre entier, considère que C là, c'est plutôt un int. Donc du coup, ça rend votre type très flexible à manipuler les données. Donc voilà un avantage. Nous prenons ici un cas où nous avons le type f fixe. Nous voulons écrire la fonction qui nous dit la voiture. Donc, ça va nous afficher la compagnie, le modèle et l'année de création. Lorsque nous prenons cette première forme, cette première définition, et nous passons, et nous passons cela, nous utilisons ça, alors tout est rigide. Tout est rigide. Tu ne peux qu'écrire avec les entiers, les chaînes de caractères. Alors que dans le deuxième cas, où j'ai plutôt cette forme, la forme où j'ai passé les paramètres à mon constructeur de type. Alors quelqu'un peut écrire tel cas avec un entier, puis il appelle tel cas avec plutôt à la place de l'année, une chaîne de caractères. Et tout se passe toujours bien. On n'a pas de souci. Donc c'est ça la beauté de type paramétré. Donc on va donc s'arrêter ici, on va prendre une pause. Et après la pause, on va donc continuer sur les types algébriques.